Nous sommes immédiatement projetés vers ce qui aurait dû être le jour le plus crucial de son existence, les sélections olympiques de ski. Son père, Larry, est là qui la regarde et sa présence est d'une intensité tout à fait saisissante. On découvre dans ses retours en arrière poignants à quel point il était d'une exigence extrême envers Molly et ses frères. Il a poussé ses enfants à viser la perfection, tant sur le plan scolaire que sportif, ce qui représentait une charge d'attente monumentale. Ses méthodes étaient souvent si strictes qu'elles confinaient à une véritable sévérité, ce qui est navrant à constater. Alors que Molly s'élance pour sa descente de qualification, un accident incroyable et totalement inattendu se produit sous nos yeux stupéfaits. Placée sur la piste comme repère visuel, une branche de sapin avait complètement gelé au point de devenir aussi dure que de la roche. Cet obstacle d'une rigidité impitoyable heurte son ski et, dans un craquement à donner la nausée, arrache entièrement sa fixation. Elle est projetée dans les airs et retombe de façon effroyable. L'image nous la révèle étendue sur la neige glacée, parfaitement inerte et sans connaissance. Parfait! L'image nous la révèle étendue sur la neige glacée, parfaitement inerte et sans connaissance. C'est une conclusion tragique pour une carrière à laquelle elle avait dédié toute son existence. Le récit effectue alors un saut aussi soudain que brillant pour nous ramener au temps présent. Nous retrouvons Molly endormie dans son appartement de Los Angeles, cernée par les exemplaires de son autobiographie. Soudain, dans une scène des plus marquantes, le FBI défonce sa porte et l'interpelle pour l'organisation d'un réseau de jeux clandestins. Elle leur déclare, avec un sang-froid déconcertant, qu'elle n'a plus organisé de partie depuis 2 ans révolus. Sa réplique reste en suspens, lourde de tout un passé non dit. L'intrigue nous ramène alors avec brio dans le passé, juste après l'accident de ski qui a bouleversé son destin. Molly choisit de s'installer à Los Angeles, souhaitant s'offrir une année de césure amplement méritée avant d'entamer son cursus de droit. Elle aspirait simplement à un peu de légèreté, une envie naturelle et légitime après tout ce qu'elle avait traversé. Elle débute comme serveuse dans un bar, un petit boulot classique dans une métropole trépidante. C'est là qu'elle capte l'attention d'un producteur parfaitement méprisable du nom de Dean Keith. Il discerne rapidement son intelligence et ses compétences hors du commun et l'engage comme son assistante personnelle. Puis, une nuit, il lui soumet une proposition qui changera à jamais le cours de son existence. Il lui demande, avec un détachement troublant, de mettre sur pied une partie de poker pour lui et ses partenaires. Molly s'occupe méticuleusement des encas et des boissons, ignorant complètement l'univers dans lequel elle s'apprête à entrer. Elle est littéralement abasourdie quand les joueurs de poker affluent pour la soirée. Parmi eux figurent des vedettes de cinéma de grande renommée, comme le mystérieux joueur X, de puissants manias des affaires et quelques-uns des hommes les plus fortunés du globe. Les sommes d'argent en jeu sont tout bonnement ahurissantes, avec des dizaines de milliers de dollars qui passent d'une main à l'autre à chaque carte dévoilée. À l'issue de la partie, les joueurs la gratifient de milliers de dollars en pourboire, une somme tout à fait vertigineuse. À cet instant précis, Molly a une révélation fulgurante sur l'énorme potentiel lucratif que ce monde souterrain représente pour elle. Ce fut le commencement d'un nouveau chapitre absolument mémorable de son existence. Ça, nous sommes alors ramenés au présent où la situation de Molly est particulièrement critique. Elle se trouve à New York pour sa comparution et s'entretient avec le brillant avocat Charlie Jaffé. On sent qu'il ressent une grande empathie pour elle, tout en considérant son dossier comme un véritable désastre.
Le gouvernement l'accuse d'avoir des liens étroits avec la mafia russe, une allégation d'une extrême gravité. Molly soutient avec ardeur qu'ils n'étaient que des joueurs à ces tables et rien d'autre. Elle affirme n'avoir jamais été leur complice à un degré criminel plus élevé. Charlie n'est pas totalement convaincu et l'on peut lire le scepticisme sur ses traits. Pour ne rien arranger, elle est actuellement incapable de régler ses honoraires d'avocat. Pour ne rien arranger, elle est actuellement incapable de régler ses honoraires d'avocat. Le gouvernement a saisi l'intégralité de ses 5 millions de dollars, la laissant complètement démunie. Les joueurs lui doivent par ailleurs plus de 2 millions de dollars de dettes, mais elle n'a aucune façon de les recouvrir. Son unique espoir repose sur la vente de son livre pour générer assez de revenus pour le payer, ce qui paraît bien hypothétique. Charlie est visiblement réticent, mais accepte de l'assister pour sa comparution par déontologie professionnelle. Il prévoit ensuite de l'orienter vers un confrère, ne désirant pas se charger de toute cette affaire complexe. Toutefois, un événement proprement stupéfiant survient lors de sa comparution qui le fait radicalement changer d'avis. Il comprend que si elle n'a jamais cédé ses créances, c'est parce qu'elle ne pouvait garantir que les nouveaux agents de recouvrement n'emploieraient pas la violence. Cette démonstration de rectitude morale est si frappante qu'elle le convainc qu'elle est une personne digne d'être défendue. Dans un instant profondément touchant, il décide de la représenter et l'on ne peut que saluer ce geste. Nous voilà de retour dans le passé, témoins de l'ascension spectaculaire de Molly dans l'univers du poker à gros enjeux. Elle commence à amasser des sommes d'argent colossales en organisant ses parties très prisées. Son niveau de vie s'améliore de manière impressionnante et la réputation de ses parties devient proprement légendaire. Elle enquête et sélectionne avec soin chaque nouveau participant, propose des mets et des breuvages des plus raffinés et gère la banque de façon irréprochable. Finalement, son employeur, Dean Keith, lui pose l'ultimatum le plus odieusement cruel que l'on puisse imaginer. Il lui signifie qu'elle gagne amplement sa vie avec les pourboires et qu'il va donc arrêter de la salarier. Mais il requiert ensuite qu'elle poursuive son rôle d'assistante sans rémunération, sinon il lui retirera l'organisation de la partie. Dans un élan de génie et de courage pur, Molly décide de reprendre la partie à son propre compte. Elle transfère toute l'organisation dans un hôtel somptueux et investit ses fonds personnels pour en faire l'événement le plus grandiose qui soit. C'est alors que le joueur X dévoile sa nature profondément malveillante et sadique, ce qui est tout à fait effrayant à constater. Il confesse sans détour que son véritable plaisir est de détruire entièrement l'existence des autres joueurs à la table. Lorsque Molly l'interpelle sur son comportement extrêmement destructeur, il réplique de la façon la plus abjecte qui soit. Il lui dérobe purement et simplement la partie, la délocalisant dans un nouvel endroit et l'évinçant totalement. C'est un acte de trahison dévastateur de la part d'une personne en qui elle avait placé sa confiance. Un moment, Molly songe à tout arrêter pendant qu'il en est encore temps, ce qui aurait été la décision la plus sage. Mais son ambition et sa détermination sont bien trop fortes et elle refuse d'abdiquer. Elle prend la résolution particulièrement audacieuse de s'installer à New York pour y monter une toute nouvelle partie à partir de rien. Sa partie new-yorkaise connaît un succès encore plus retentissant et phénoménal que celle de Los Angeles. Mais avec le temps, un problème désastreux apparaît lorsque de puissants joueurs se mettent à ne plus honorer leurs dettes colossales. Ceci oblige Molly à faire un choix fatal qui la poursuivra éternellement. Certain. Elle se met à prélever une petite commission sur les pots pour couvrir ses pertes éventuelles, ce qui est illicite.
Cette seule décision fut la ligne qu'elle a franchie, un point de non-retour. La pression devient si intense qu'elle se met aussi à consommer des stupéfiants simplement pour tenir éveillée des jours d'affilée. Son existence prenait une tournure réellement périlleuse et pénible. C'est alors que des membres de la mafia italienne lui soumettent une offre inquiétante. Ils offrent de collecter ses créances en souffrance en échange d'une participation dans son affaire. Quand Molly rejette bravement leur proposition, ils dépêchent un homme de main dans sa chambre d'hôtel pour lui transmettre un message. Il la brutalise dans une scène qui est purement et simplement insoutenable à voir. Par un heureux hasard, une vaste opération de police contre la mafia survient peu après l'agression, écartant ainsi ses menaces. Mais sa chance finit par tourner et elle reçoit un coup de fil l'informant que sa partie a été démantelée par le FBI. Elle ignorait totalement que plusieurs de ses joueurs étaient étroitement liés à la mafia russe. Ce fut le jour où elle mit un terme définitif à l'organisation de ses parties, 2 années entières avant que le FBI ne frappe à sa porte. Ceci nous ramène sans transition au récit particulièrement intense du présent. Molly et Charlie discutent avec les procureurs fédéraux et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les procureurs réclament la moindre bribe d'information qu'elle détient sur les agissements de la mafia. Molly s'efforce de leur faire entendre qu'elle ne possède aucune des informations qu'ils convoitent. Ils refusent tout net d'admettre qu'elle ait pu être aussi ignorante de leurs activités criminelles. Dans un élan de franchise totale, Molly explique que sur la fin, elle était toxicomane et avait baissé sa garde. Charlie livre alors un plaidoyer des plus ardents et splendides en faveur de la droiture exceptionnelle de Molly et brosse un portrait de son intégrité qui est à la fois convaincant et touchant. Finalement, les procureurs concluent un accord avec Charlie et la proposition est extraordinaire. Ils lui accorderont une immunité complète et restitueront tout son argent saisi à la seule condition qu'elle leur livre ses disques durs. C'est l'occasion de sa vie, une véritable porte de sortie. Et là, dans une manifestation de principe déconcertante, Molly refuse l'accord. Elle réalise que les disques durs renferment des secrets personnels et des rumeurs qui briseraient des familles et anéantiraient des existences. Même si cela n'a aucun rapport avec des activités criminelles, elle refuse d'être l'instrument de tant de souffrance. Charlie la supplie d'accepter l'accord et de se préserver, mais sa détermination est sans faille. Son attachement à ses valeurs, même à son propre détriment, est tout à fait admirable. Pour y voir plus clair, Molly va patiner sur la glace, un moment de réflexion aussi charmant que touchant. À son grand étonnement, son père, Larry, la rejoint là-bas à la patinoire. Il lui annonce avoir pris l'avion jusqu'à New York pour assister à son audience. Ils ont la discussion la plus incroyable et la plus nécessaire qui soit là sur la glace. Molly lui pose enfin la question qui la hante depuis toujours. Pourquoi s'est-il montré si constamment dur avec elle? Son aveu est tout simplement renversant et remet en question tout ce que l'on croyait avoir compris. Il reconnaît qu'il savait des années plus tôt que Molly avait découvert son infidélité. Sa propre honte et sa culpabilité l'ont poussé à s'acharner sur elle et à se montrer si odieux. Dans un instant de réconciliation d'une beauté poignante, il lui confie à quel point il l'aime et combien il est fier d'elle. Il ne souhaite rien d'autre que la protéger et c'est l'instant le plus libérateur que l'on puisse concevoir. Révigorée par cette nouvelle perspective, Molly s'en tient à sa décision et refuse de livrer les disques durs. Elle se présente au tribunal et plaide coupable, prête à assumer toutes les conséquences de ses actes. Mais alors, le juge prend une décision tout à fait surprenante et inattendue.
Il déclare que la sentence requise par le procureur est largement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Dans un élan de remarquable sagesse judiciaire, il la condamne seulement à des travaux d'intérêt général et à une amende. Molly est libre et elle célèbre avec sa famille, transportée par ce nouveau départ inespéré et splendide. Le film nous ramène alors à la toute première scène où Molly venait de faire cette chute terrible dans la neige. Son père accourt à ses côtés, le visage empreint d'une terreur et d'une angoisse palpables. Mais elle reprend ses esprits et avec une force de caractère exceptionnelle, elle affirme que tout va bien. Elle tente même de se remettre debout et les commentateurs sportifs sont littéralement stupéfaits par sa récupération. La voix off finale de Molly est des plus inspirantes que vous puissiez entendre. Elle exprime que si elle a immensément perdu, elle a également tant appris au fil de son parcours. Elle exprime que si elle a immensément perdu, elle a également tant appris au fil de son parcours. Elle nous quitte sur une citation absolument magnifique de Winston Churchill. Il définissait le succès comme l'extraordinaire faculté de passer d'un échec à l'autre sans jamais perdre son enthousiasme. Le message est d'une force et d'une vitalité incroyables. Molly Bloom est une battante. Quoi qu'il advienne, on sait avec une conviction absolue qu'elle saura rebondir d'une façon ou d'une autre.